Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Dakar. Oui, JMTV Plus est aujourd'hui déplacé à Dakar pour rencontrer un homme d'affaires, un entrepreneur d'origine camerounaise qui a choisi de s'installer en Afrique de l'Ouest et donc au Sénégal pour faire prospérer son affaire. Nous allons le rencontrer, essayer de savoir qui c'est, pourquoi s'est-il installé à Dakar plutôt qu'à Yaoundé ou à Douala, qui sont les villes de son pays d'origine. Nous allons bientôt vous présenter un homme riche dans sa tête, que le Cameroun aurait dû garder et qu'il est en train plutôt de perdre. Suivez-moi. Monsieur Vincent, bonjour. 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 Comment allez-vous? Très bien, merci. Et toi? Très bien, très bien. Monsieur Vincent Pondiop, vous êtes ancien haut cadre de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Vous avez travaillé dans la construction des centrales nucléaires en Chine, en Iran, en Corée du Sud et aux Émirats arabes unis. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette entreprise Ilemel que vous avez créée. Comment vous est-il venu l'idée de démissionner d'un poste juteux de cadre à l'Agence de l'énergie atomique pour venir créer Ilemel? Mais déjà, il y a beaucoup de facteurs. Il y a l'ambition qui n'est pas toujours comme beaucoup peuvent l'imaginer, parce que beaucoup de gens ont toujours l'impression que les ambitions, c'est un poste de responsabilité quelque part. Mais il y a aussi l'ambition de pouvoir faire des choses pour soi, qui nous donne une certaine satisfaction, qui nous apporte quelque chose de plus, mais surtout qui apporte quelque chose de plus à nos frères, nos concitoyens, etc. Et surtout l'Afrique. Mais je pourrais dire que c'est très très simple à expliquer. Je me suis retrouvé en Europe ayant commencé comme jeune Camerounais sortant d'une famille modeste qui se retrouve en Europe et qui fait une carrière normale et que d'aucuns pourraient imaginer peut-être assez intéressante, mais que pour moi, je ne la trouvais pas encore assez remplie. Et venir ici en Afrique, pour moi, c'était davantage pour remplir ma carrière, apporter quelque chose de plus, mais surtout de me rendre compte que je pouvais avoir une certaine valeur, une certaine importance. En Europe, je ne vais pas citer quelque chose qui est très très bien dit par Tidjane Thiam, et qui le dit très très bien, et lui, son plafond de verre est peut-être beaucoup plus haut que le mien. Tidjane Thiam, c'est un des plus grands patrons du plus grande banque en Suisse aujourd'hui. Okay. Qui est d'origine ivoirienne. D'origine ivoirienne, il semble qu'il ait aussi quelques contacts sénégalais, oui. Mais d'origine ivoirienne. Bon, son plafond de verre est beaucoup plus haut que le mien, ça c'est certain. Mais on dit un certain nombre de choses. Il y a déjà ce plafond de verre, mais il y a aussi le fait de ne pas se sentir vraiment utile. Pour moi, il me fallait être utile. Et en plus, quel que soit le niveau qu'on a atteint en Europe, tant qu'on a l'impression qu'on a des frères qui meurent dans la Méditerranée, en réalité, tout ce qu'on voit, c'est la couleur noire. Donc, toute notre grandeur s'anéantit ou s'annule par rapport à cela. Et pour moi, je me disais, me retrouver en Afrique, créer 1 ou 2 emplois ou 3 emplois, ça fait 2 ou 3 emplois de jeunes qui ne mourront pas dans la Méditerranée. Et aujourd'hui, je considère que je suis assez fier de ce que nous sommes en train de faire. Lorsque vous parlez de plafond de verre en Europe, cela signifie qu'il y a toujours un seuil pour les Noirs, un seuil à nous, qu'on ne leur permet pas de dépasser? Oui, mais il y a toujours un seuil, mais il y a certains qui dépassent le seuil que nous pouvons atteindre. C'est sûr que c'est beaucoup plus élitiste et autres, mais je dirais aujourd'hui quand même, il faut reconnaître que les Noirs arrivent à tous les niveaux. Ils sont professeurs d'université, ils sont directeurs généraux de grandes banques et autres comme Tidjane. Ils ont des postes de responsabilité qui sont de plus en plus élevés. Mais je dirais que ce n'est même pas ça le plus grand problème. Le plus grand problème, qu'il reste un point qui est important. Nous avons une couleur de peau qui nous ramène toujours à la masse qui a un certain nombre de difficultés. Aujourd'hui, ils meurent dans la Méditerranée. D'autres, ils meurent de froid. Et la plupart du temps, on ne juge pas par rapport à ce que nous pouvons être, on nous juge toujours par rapport à cela. On nous juge toujours par rapport à nos États où on considère que c'est des États, c'est des républiques bananières et autres. Donc pour nous, il est important de venir mettre la main, comme dirait un mécanicien dans le cambouis, pour pouvoir faire en sorte que
nous apportions notre modeste contribution de faire sortir notre pays des plus bananières. C'est aussi simple que ça. Vincent Konjo, vous êtes également enseignant à l'université Cheikh Anta Diop. Comment cela est-il arrivé? Déjà, j'aimerais dire, pour qu'on ne prenne pas mal, je ne suis pas professeur. Ok, vous êtes formateur. Je ne serai jamais professeur, ce n'est pas dans mes ambitions. Je ne suis même pas maître de conf et tout cela. Qu'est-ce que vous faites à l'université Cheikh Anta Diop? Non, j'enseigne des masters. Je donne des cours d'ingénierie nucléaire, je donne des cours de physique nucléaire, de métronique à des jeunes maîtrisards ou de master, deuxième année, parce que je ne donne des cours au niveau master deuxième année. Mais je suis arrivé très simplement. Je suis arrivé au Sénégal, 3 mois plus tard, on me proposait de donner des cours. On vous proposait, on est venu vous chercher. Bien sûr. Je ne venais pas ici avec la mission d'enseigner. Donc on est venu me chercher en me disant, de voilà, on aimerait que vous donniez ces cours parce que, mais déjà il faut savoir que je suis dessus, j'ai été co-directeur du programme INLEP. INLEP, c'est International Nuclear Leadership Educational Program de MIT. Et que nous avons lancé en début des années 2010 et autres pour former les leaders du domaine nucléaire. Et j'étais un des co-directeurs représentant l'AIA par rapport à cela. Et aussi, j'ai enseigné la physique et l'ingénierie à Texas A&M et surtout à King's University en Corée et même à Malaisie à UNITEN. Donc, ces dernières années, moi qui n'avais jamais aimé l'enseignement, ces dernières années, j'ai peut-être de plus en plus envie de passer le message et autres aux jeunes générations. Et quand je suis arrivé ici, certains des personnes qui ont même participé à certains de mes cours, qui étaient à l'université Cheikh Anta Diop, m'ont immédiatement contacté pour que je puisse travailler avec eux, d'apporter ma modeste contribution. On va dire, Vincent Konjo, il n'y a pas de mal à enseigner au Sénégal plutôt qu'ailleurs. Hein. Vous formez des Africains ici, et c'est pour le futur de l'Afrique en général. Mais étant d'origine camerounaise, on serait attendu que vous enseigniez, que vous formiez vos jeunes frères camerounais. En préparant cette émission, je me suis rendu compte que votre épouse est également enseignante de l'université en France. Vous a-t-on jamais sollicité pour enseigner dans votre pays, dans une quelconque matière? Premièrement, non, jamais, on ne m'a jamais contacté pour ça. On ne vous a jamais sollicité au Cameroun? Pas du tout. Mon épouse est d'abord chercheur. Elle est chercheur à l'école centrale à Lyon. Et on ne l'a jamais contacté pour un enseignement quelconque. Elle a eu, à une période même de sa vie, elle a voulu enseigner au Cameroun. Elle était même rentrée pour enseigner à Polytechnique, mais ça s'est très mal passé. Comment ça s'est très mal passé? Mais parce que nos frères au Cameroun n'aiment pas les gens qui viennent souvent d'Europe et surtout qui ont la certitude de leur connaissance. Je ne voudrais pas parler comme certains qui parlent de la compétence des compétents. Vous avez la compétence et non la Non, n'entrons pas dans ce débat-là. Mais je dis simplement que mon épouse, je crois que certaines choses n'ont pas marché convenablement et je ne serai pas là en train d'accuser les autres. Je nous accuserai aussi. C'est qu'on n'a pas pu trouver le juste milieu pour faire en sorte qu'elle puisse apporter la juste mesure de sa connaissance et de sa compétence au niveau de l'école polytechnique de Yaoundé. Mais c'est déjà très vieux ça. Hein. C'est déjà très vieux. Il y a de cela pour 20 ans? Non, un peu moins quand même. Quoique oui, ce n'est pas très loin de 20 ans. Quand elle voulait aller à Vincent Konjo, vous arrivez au Sénégal, où personne ne vous connaissait avant, on vous sollicite, on vous demande de former la jeunesse. Dans votre pays, il y a des gens qui vous connaissent également. J'allais dire une connerie, comme j'en dis souvent. Si vous regardez le classement de l'UCAD, de l'Université de Yaoundé, vous comprendrez tout. Quel est le classement de l'Université de Yaoundé? Quand vous regardez les spectateurs leur disent ça, quel est le classement de l'Université de Yaoundé? Ce n'est pas à moi de vous le donner, c'est le Camerounais, je ne suis pas au Cameroun. Chers téléspectateurs, soyez curieux, regardez quel est le classement de l'Université de Yaoundé. Par rapport à l'Université Cheikh Anta Diop au Sénégal. Et ça répond à tout. Par rapport à l'Université Cheikh Anta Diop. Mais soyons clairs. Aujourd'hui, je puis dire, je connais la valeur de beaucoup d'enseignants à l'Université de Yaoundé. Des gars très bien formés, des gars extrêmement compétents, des chercheurs et des universitaires qui enseignent dans les plus grandes universités. Là, l'autre jour, j'étais même en échange avec un de mes frères, et je dirais compagnon de misère plutôt, Toudé Bodé,
qui est en train d'avoir un des grands prix d'enseignants à l'IEP de Paris. Donc ce n'est pas une question d'enseignants, c'est peut-être une question de structure. Et de système peut-être. Je suis au niveau universitaire, je parle de structure. C'est beaucoup plus une question de structure qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'université Cheikh Anta Diop va être de très loin mieux classée que l'université de Yaoundé, qui est Yaoundé 1, qui est la plus grande université du Cameroun. Et ça devrait nous amener à réfléchir, à nous dire, mais qu'est-ce que nous devons faire pour changer cela? Parce qu'on a beau dire que oui, peut-être les classements sont subjectifs, ce qui est vrai, mais il est important de se poser des questions différentes. Comment faire pour être aussi dans ce classement-là et être bien classé? Surtout que les Camerounais ont aujourd'hui des compétences dans toutes les universités françaises. J'ai des amis profs d'université, hors classe et autres, j'en connais une dizaine. Mais je vais en profiter pour saluer ceux que je connais. Jean Bosco Tanier, le professeur à l'université de Boston. Je vais en profiter pour saluer Aimé Boni, qui, par amour pour le Cameroun, malgré le fait qu'il ait un poste confortable à Paris, il retourne au Cameroun donner, dispenser des cours à l'université de médecine et qui est souvent malmené là-bas. Il l'a dit sur le plateau GMTV+. Donc il y a des gens comme vous qui ont l'amour de l'Afrique qui reviennent, quelquefois rejetés, mais qui s'y accrochent par amour pour l'Afrique. Et pour cela, je tiens, avec l'accord de mes téléspectateurs, à vous saluer pour votre courage. Voilà. Vous avez donc créé ILMEL, Energy Solutions. It's in English. Yes, sir. Because your country is English country, that's why you do speak English. Yes, I'm in a bilingual country. That means that it's very important for me everywhere I go to show that I am coming from a bilingual country. Yeah. That is very important, and this is something I always shows everywhere. Cameroon is different from all the other countries. In Africa today, we can speak both French and English equally. That means that we have to show it. That's very nice, Mr. Vincent Konjo. As we are going to talk to Francophone people, we have to keep talking in French. The next time I will try to improve my English to talk to English people. Can you say that? That would be great. That would be great. But I think that we can discuss both in English and in French. I think that some of our friends, some of our brothers in Cameroon also, it is from time to time very important to say that we Cameroonians, we can speak in both languages. And as with regard to what is going on in Cameroon today, I think that talking a little bit more in English would be a little bit more important and more interesting for them. Vincent, I would like to do it, but the country where they do watch my programs are French speaking. Are French speaking. So I have to continue in French. Let's switch in French then. Ok. Vincent Konjo, vous allez nous présenter ce que vous faites ici. J'ai vu beaucoup de panneaux solaires. Vous allez, dans quelques minutes, le temps de laisser passer une pub, nous présenter tout ce que vous faites ici. Merci, à tout de suite. Tout de suite. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Oh, ça, ce serait très long à expliquer et je crois que ce n'est pas dans une émission où on pourra l'expliquer de façon convenable. Mais je dirais les conditions. Premièrement, je suis Camerounais, je suis fier de l'être et je le serai toujours. Quel que soit ce qu'on peut dire et autres, Vincent Konjo, c'est un Camerounais, ça c'est connu, c'est dans mon ADN, ça ne changera pas, quelle que soit la situation. Et pour moi, venir au Sénégal, il était important d'aller quelque part. Pour moi, venir au Sénégal, c'était extrêmement important d'apporter quelque chose à la population, mais en même temps aussi d'être dans un système où je pourrais me développer et évoluer. Malheureusement, pour une approche et quelqu'un comme moi qui n'avait jamais travaillé en Afrique, je n'ai pas d'expérience professionnelle africaine consistante qui pourrait me permettre de me dire je peux me débrouiller au Cameroun de façon convenable. Je suis venu au Sénégal comme une transition me permettant de pouvoir m'aguerrir parce que juste c'est une blague
On est très fort, on est beaucoup trop fort au Cameroun. Donc, je n'étais pas encore assez mûr pour pouvoir tenir cela, mais bon, ne le prenez pas au sérieux. Non, il était quand même important que je puisse m'aguerrir, que je puisse travailler dans d'autres systèmes africains. Et surtout, je vais vous dire une chose, contrairement à ce que beaucoup pensent au Cameroun, vivre à l'étranger et vivre dans des pays qui peuvent être similaires aux nôtres nous apporte toujours un plus qui font en sorte que le jour où on se retrouve au Cameroun, par exemple, on est capable d'apporter un plus. Aujourd'hui, vous avez pu voir ici au Sénégal le niveau de développement d'un pays qui est 2 fois plus pauvre que le Cameroun. À quel niveau il se retrouve aujourd'hui? Et ici, après avoir triché d'une certaine manière le peu de ce qu'ils ont pu faire et autres, et si je pouvais le ramener au Cameroun, ce serait un très grand achievement, je pense. Donc, c'est bien un village du Cameroun. Oh, c'est pas seulement un village, il y a des villages, il y a beaucoup de villages Kondiok. Vous représentez Il y a une contrée. Il y a des villages Kondiok dans la zone de Yabassi, il y a dans la zone de Bouma, il y a la zone après, comment ça s'appelle, Bimibé, donc toute cette zone-là, il y a des Kondiok. Au nom de ces personnes, nous savons, et lors de la préparation de ce reportage, je me suis rendu compte que vous aviez essayé d'investir au Cameroun, ça n'avait pas marché, voilà pourquoi vous êtes retiré, vous êtes installé au Sénégal. Qu'est-ce qui s'était passé? Oh, je crois que c'est pas très important. En réalité, les échecs ne peuvent être que formateurs. En réalité, je ne pourrais pas dire que ça ne s'est pas bien passé. J'ai appris. Et maintenant, la prochaine fois où je pourrai revenir, je le ferai certainement bien mieux. Je n'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait pour que cela puisse marcher. Mais je connais mes erreurs parce que le plus important, ce n'est pas de ne pas se tromper, mais c'est d'apprendre. Et j'ai appris. Vous mangez du serpent le bois ou vous mangez le bois tout simplement? Parce que vous me faites la langue de bois là. Non, pas vraiment. Mais je considère qu'il y a des choses qui peuvent être très importantes à dire parce que ça apporte un plus. Il y a des choses qui n'apportent pas un plus. Je crois que parler de ce genre de problème n'apporte pas un plus, non seulement au débat, mais en plus n'apporte pas quelque chose de plus à ceux qui nous écoutent, qui peuvent par ma petite expérience apprendre ou alors comprendre ou alors analyser et leur permettre de faire bien mieux que ce que moi j'ai pu faire. Si c'était le cas, je vous aurais tout expliqué. Très bien. Vous êtes donc nous présenter les panneaux solaires qui sont là et nous expliquer le système que ces panneaux solaires permettent de faire fonctionner. Bon. Premièrement, je vais vous expliquer là où tout a commencé. Parce que les panneaux solaires, nous ne les fabriquons pas. Nous avons le premier producteur de panneaux solaires au monde, qui est Ginko, qui travaille avec nous comme partenaire. Mais là où tout a commencé, c'est ces petits systèmes. C'est des petits systèmes très très simples. Parce que pour nous, il était important de commencer par les gens les plus pauvres. Donc il a fallu que nous commencions par des gens qui n'avaient pas de moyens et qui ne pouvaient pas avoir le réseau et qui pouvaient avoir besoin d'électricité. Et à cet égard, nous avons conçu ces systèmes. On a designé la partie électronique qu'on a fait fabriquer en Corée. On a aussi travaillé avec des sociétés étrangères pour les matériaux et autres, notamment les sociétés chinoises. Et on a commencé à commercialiser ces systèmes depuis 2015. Malheureusement, en réalité, je voulais les assembler à 100% au Sénégal. Mais on a rencontré un petit problème. C'est qu'ici, les produits solaires sont exonérés de taxes douanières. Malheureusement, tous les produits, par exemple ce métal, lui, n'est pas exonéré de taxes douanières. Donc, je suis obligé d'y payer la douane. Et ce qui fait en sorte que si je prends ce produit, je le design, j'achète tous les composants, je l'amène au Maroc, on le fabrique là-bas, il me revient moins cher que si je le fabrique ici. Même si la main-d'œuvre est à niveau égal. Donc, aujourd'hui, on a arrêté l'assemblage. J'avais un atelier de l'autre côté, là où on assemblait encore la totalité de ces systèmes. On a arrêté l'assemblage et actuellement, je fais faire assembler tout cela en Chine. Et autres, et ça nous permet de commercialiser. Ça, c'est un système qui est très très simple, qui fournit 4 lampes, 4 lumières, voire 6 lumières à une population. Il y a une radio là-dedans. Il y a une radio là-dedans. Quay nhót
Je vais l'arrêter parce que ça va. Donc on peut écouter la radio. On a un MP3 pour pouvoir écouter la musique. Donc on peut mettre la musique pour des gens ici qui ont des prières et autres. Ils peuvent écouter leur MP3. Ils peuvent charger leur téléphone, ce qui est très très important. Ils peuvent charger leur téléphone et tout. Et ils ont la lumière et autres. Donc voilà un deuxième ici que je ne sais pas. On peut mettre. Est-ce que non, c'est pas branché? Oui, off. On peut en brancher quelques-uns ici. Donc on a la lumière et autres. Donc ce système-ci permet pour des gens qui n'ont pas de moyens, et ça coûte 100 000 francs. 100 000 francs. Ça coûte 100 000 francs et ça permet à une famille dans nos villages et autres de pouvoir avoir l'électricité. Donc pour nos jeunes frères qui sont à Paris, ils n'ont pas à aller à une boîte de nuit, la bouteille de champagne qu'ils achètent et tout ça, ça fournit l'électricité à leurs parents pour de nombreuses années. Et après, on ne paye plus rien, on ne paye plus les factures mensuelles. Donc après 100 000 francs, c'est terminé, c'est leur système qui leur appartient. Ils ont l'électricité pendant un certain nombre d'années. Non, pas à vie quand même, parce que les batteries ont une durée de vie limitée. Les panneaux solaires, c'est 25 ans, mais les batteries ont une durée de vie limitée. Donc pendant 4 ans, 5 ans, voire plus, dépendant de comment ils utilisent la batterie. Donc on a ce système-là. Après, on a ceux-ci qui sont beaucoup plus grands et avec lesquels on peut maintenant, en plus de la lumière, on peut mettre un ventilateur, on peut mettre une télé et autres, comme vous pouvez voir là. Et ça, c'est un système. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la lumière est incluse. Ça veut dire que les lampes LED, les interrupteurs, le câble et tout ça fait partie de 100 000 francs. Et là, on a 300 000 francs. La télé que vous voyez là, le ventilateur et le système et les lampes sont inclus dans le système. Ça, c'était notre base. C'est là où tout a commencé. Et après, on s'est rendu compte que malheureusement, des fois, les gens n'avaient même pas les 100 000 francs à payer. Donc on a évolué vers un système maintenant qui est beaucoup plus approprié et qui est là. Qui est pour moi aujourd'hui, pour l'expliquer simplement, c'est le Canal Plus de l'énergie. Ça veut dire qu'on a un routeur exactement comme le routeur Canal Plus. On a une télé, on a un système de batterie qu'on peut même aussi démonter et pouvoir gérer l'éclairage à côté. On a des systèmes d'éclairage à 2 positions que voici. On a des systèmes d'éclairage à 2 positions, on a une petite lampe et on a un routeur. Et l'avantage de ce routeur, c'est que là, actuellement, on n'a plus à payer 100 000 francs. On a à payer une petite somme pour avoir accès à l'énergie. Et tous les mois, on paye une dizaine de milliers de francs. Et avec tout cet équipement inclus. Ça veut dire que la télé est inclue. Et avec une dizaine de milliers de francs, on a l'électricité, on a la télé. Et l'avantage de cette télé, c'est qu'avec une antenne parabolique, on a la totalité d'une centaine de chaînes du satellite et autres, puisque cette télé, on a tout fait pour y incorporer la TNT. Malheureusement, il n'est pas encore au Cameroun, mais on y a aussi incorporé un décodeur satellitaire. Donc avec cette télé uniquement, qui ne coûtera pas grand-chose, puisque dans ces 10 000 qui payent tous les mois, il a une centaine de chaînes de télé, et ce qui leur permet au niveau des villages d'avoir un minimum de confort qu'ils ne mériteraient pas, ou qu'ils n'auraient pas la capacité d'avoir dans le système actuel. Si je comprends bien, Vincent Tonjok, ce routeur que voici donne la télévision, l'électricité directement dans une maison. Pas vraiment la télévision. En réalité, ce routeur a pour rôle de gérer l'électricité. Ça veut dire que tous les mois, la dizaine de milliers de francs que devrait payer le client, soit il le fait par Wari, soit par Orange Money, il le paye, ou alors il va dans un bureau quelconque, il le paye exactement comme nous payons Canal+, et immédiatement, il a la possibilité de pouvoir réactiver son système pendant le mois qui va suivre. Et le système comporte l'électricité. Oui, et le système maintenant va produire l'électricité. S'il ne paye pas, le système va s'arrêter tout seul. On n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un couper. On ne coupe pas chez nous. C'est le système qui coupe tout seul. Mais s'il paye, ça va
peut redéployer le mécanisme de production énergétique et la télé qui est branchée là-dessus va pouvoir marcher aussi. En réalité, ça ne gère pas la télé en tant que telle parce qu'on considère qu'on n'en a pas besoin. Si la télé n'a pas d'énergie, elle ne marche pas. Mais en payant tout cela, on comprend qu'il a la télé chez lui parce qu'il a l'énergie, il a l'électricité, il peut en brancher un ventilateur. Oui, il peut charger ses téléphones. D'aucuns même utilisent cela parce que c'est même un outil commercial. Moi, j'ai des gens ici qui achètent le système et qui font payer 200 francs les recharges de téléphone de tous les gens dans la journée et tout, et ça fait une création d'emplois. Donc là-dessus, on a par exemple, vous voyez ça, c'est un système voilà, qui charge pendant toute la journée et il suffit que dans la soirée, par exemple, que vous reveniez, que vous preniez cela, vous branchez une lampe comme celle-là, vous êtes capable de l'allumer avec ces deux positions. Et vous pouvez sortir avec cette lampe-là. Comme une lampe torche. Oui, une lampe torche, allez vous promener. Mais il y a déjà une lampe torche dessus. Hein. Il y a déjà une lampe torche dans le système que voici. Et donc la nuit, dans le village, quand vous allez, les jeunes là, qui vont voir les petites de côté, ils ne vont plus trébucher, ils auront déjà quelque chose qui leur permet d'avoir une lumière et tout. On a l'impression que vous avez solutionné tous les problèmes des zones rurales en Afrique avec ce système. Oui, quand je dirais nous avons solutionné, ce n'est pas moi en tant qu'individu. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui travaillent pour essayer d'apporter l'électricité dans les zones les plus reculées. Et en même temps, ils gagnent bien leur vie. Le seul problème aujourd'hui, c'est que la majorité de ceux qui le font, c'est des jeunes Anglais, c'est des jeunes Américains, c'est des jeunes Français. Et vous verrez tous les grands systèmes qui sont lancés dans la zone est-africaine et autres qui fonctionnent à peu près de manière identique. Oui, maintenant de plus en plus dans la zone ouest-africaine et ça vient aussi dans la zone Afrique centrale et autres. Vous verrez que ces sociétés sont toutes des sociétés étrangères. Nous, on est une société africaine, dirigée par les Africains. Est-ce que vous êtes confronté au syndrome de l'homme blanc sait tout et l'homme africain ne sait rien lorsque vous avez expliqué ce système aux populations? Je crois que ce n'est pas une discussion qui est extrêmement importante, mais c'est un point qui malheureusement existe encore en Afrique, où on croit beaucoup plus même à la compétence d'autres que les propres frères. La compétence supposée de l'homme blanc. Le problème aujourd'hui, c'est que je ramène la question, je me remets toujours en question en tant qu'individu. S'il est devant, c'est peut-être qu'il est plus compétent. Peut-être. Oui. Ça peut être la discussion. Oui, non, ça peut être la discussion dans tous les cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent toujours, oui, les hommes ne sont pas plus intelligents que nous. Eh bien, s'ils ne l'étaient peut-être pas, même si je ne le crois pas, ils ne seraient pas là-bas et nous ne serions pas ici. Ça peut être un peu la discussion. Oui, je suis d'accord. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je me bats pour que nous soyons aussi là-bas. Très bien. Si c'est possible. Très bien. Alors, les lampes sont aussi conçues pour ce système-là ou toute lampe peut fonctionner dans ce système? Non, en réalité, on a ces systèmes-ci qui ont un certain nombre de lampes et autres, mais on a aussi d'autres lampes LED sur lesquelles que nous ne fabriquons pas, mais que nous avons d'une certaine manière définies et autres, et qu'aujourd'hui on commande, mais d'après, je dirais, les thèmes de référence de ce que nous souhaitons avoir ici. Et je sais que quand je suis venu au Sénégal, j'ai commencé à y travailler, et puis j'ai vu maintenant que beaucoup d'autres le font et autres. Un des points qu'on avait trouvé ici en 2015, c'est qu'il y avait beaucoup de variations de tension comme au Cameroun. Et moi, sachant comment fonctionnent les LED, puisqu'on a quand même fait des études au minimum, j'ai pu voir des fournisseurs en leur disant est-ce qu'il n'est pas possible au niveau des LED de travailler et avoir des tensions, une gamme de tensions très large. Ça veut dire aller peut-être de 150 volts jusqu'à 250 volts, de telle manière que quelles que soient les variations du courant qui nous est fourni, que ces lampes ne s'éteignent pas. Et ils m'ont dit, mais c'est très très facile. Et eux, ils m'ont même immédiatement fait des lampes de 120. Et là, j'étais surpris l'autre jour, je suis parti en ville,
j'ai trouvé des gens qui commercialisent et il y a de plus en plus ce genre de lampes aujourd'hui qui font en sorte que les LED règlent le problème de baisse de tension avec les néons là, que vous connaissez tout le temps, les baisses de tension des néons et autres qui font en sorte qu'on a vers 18h, 19h dans le pays, les lampes qui s'éteignent et s'allument. Avec les LED, on a plus ça, et en plus on consomme 50% moins. Et vous les voyez commercialiser cela en ville, ils n'ont aucune idée que c'est vous qui êtes derrière cette révolution. Non, j'ai pas dit que c'est moi qui étais derrière la révolution. Je dis que moi j'avais proposé à un fournisseur qui me les a fournis. Maintenant les autres, peut-être qu'ils sont passés par un autre chemin, mais si c'est le même fournisseur qui a commencé à les commercialiser, pourquoi pas? Je ne dis pas que c'est moi qui... je n'ai rien créé, c'est quelque chose qu'on fabriquait déjà. Soyez modeste, mais je ne vous appellerai jamais modeste quand vous resterez bien sans moi. Ouais. Alors, on va poursuivre. Ce sont ces lampes-là. Donc, on a des lampes qu'on fait fabriquer par des fournisseurs. Ça, c'est nos LED. Bon, vous allez voir, ce n'est pas nous qui les fabriquons, même si il les met là et tout. Mais vous verrez que la tension va de 85 volts à 265 volts. Et c'est des lampes, et là, on est déjà à 160 lumens par watt. Et sont ces lampes qu'on va exposer là? Oui, ça c'est des très vieilles. Ça c'est des très vieilles et tout, dans plusieurs modèles, des modèles Milky, des modèles complètement transparents et autres. Et ça c'est des panneaux Jinko, donc qui ne sont pas de nous. Et il y a aussi quelque chose que je voudrais expliquer. Bien sûr. C'est ces onduleurs. Les onduleurs. À quoi servent les onduleurs? Les onduleurs permettent à ce que, et ça c'est des onduleurs intégrés, all-in-one, ils permettent à ce que la tension des panneaux solaires puisse devenir une tension alternative pour une utilisation dans la maison. Mais ils permettent aussi à ce que le courant continu des batteries puisse redevenir aussi un courant alternatif pour alimenter la maison. Mais avec un avantage supplémentaire, c'est que ces onduleurs, on y a intégré le régulateur de charge. Ce n'est plus deux appareils qui font le régulateur de charge et l'autre l'onduleur, ça c'est un. Et d'autre part, on a aussi mis un stabilisateur de tension. Ça veut dire que, comme c'est un onduleur hybride, quand vous passez, si on est au Cameroun, j'allais dire la Sénélec ici, mais si on est au Cameroun, c'est Eneo. Quand vous avez utilisé le solaire le soir, vous avez utilisé la batterie, et que vous passez sur Eneo qui commence à vous faire ces vagues de variation de tension, et bien l'onduleur fait le régulateur de tension, et donc vous n'en avez plus besoin d'un à l'intérieur de la maison, comme j'en trouve chez mes amis. Il y a des régulateurs partout qui traînent et tout, et qui en même temps ne sont pas optimums pour les équipements. Là, on a un régulateur de toute la maison qui va tout gérer et autres. Et ça, c'est des onduleurs que nous avons aussi conçus, que nous avons designés et que nous faisons fabriquer par une société chinoise. On n'a pas continué à faire la pub des sociétés chinoises. Quand vous êtes capable de les fabriquer, c'est juste quand vous opérez en Afrique. Je n'ai pas les investissements nécessaires. À partir du moment où j'ai tout ce qui est schéma et autres pour pouvoir le faire, à partir du moment il faut faire les cartes. Malheureusement, aujourd'hui, avoir des salles blanches pour pouvoir faire des cartes, aujourd'hui, nous n'en avons pas les moyens. On ne peut pas investir à ce niveau-là. Et donc, on est obligé de trouver là où ça coûterait le moins cher. Et moi, ce que je puis simplement dire, c'est que la technologie aujourd'hui, parce que cette technologie, nous ne l'avons pas créée. Nous avons travaillé avec des fournisseurs qui ont eu à un certain moment échangé avec nous parce que techniquement, ils avaient des problèmes. Et comme nous étions une société d'ingénieurs, on les a guidés et autres. Ils ont partagé un certain nombre de choses avec nous. Et cela, nous les avons améliorés pour faire quelque chose. Et aujourd'hui, et je pourrais dire aujourd'hui, nous sommes une très petite société, mais on a déjà la technologie qui nous permet de fabriquer les onduleurs. Malheureusement, on n'a pas les financements qui vont nous permettre de pouvoir les fabriquer localement. Est-ce un appel aux financeurs que vous lancez? Je dirais que dès ma première phrase, j'appelais à ce que les gens viennent nous financer d'une certaine manière. Il nous manque beaucoup de moyens pour pouvoir progresser, pour aller avec le rythme et à la vitesse de tous les autres. On a très peu de moyens. Ça, c'est une société que j'ai lancée avec mes moyens, je dirais, personnels, tout ce que j'ai pu accumuler. Heureusement que j'ai quelques amis de l'Afrique et quelques amis du nucléaire qui m'ont rejoint dans cette aventure. Vous pouvez les citer? Oui, je peux les citer, puisqu'ils sont actionnaires, ils ne se cachent pas. J'ai l'ex-DG de Arriva, Anne Lauvergeon,
qui a pris un pourcentage de la société Ilemel, ce qui montre qu'on a quand même des gens qui sont intéressés à ce que nous faisons. J'ai aussi mon ami Serge Lafont, qui est aussi actionnaire de cette société, et une bonne amie aussi, qui, elle, a été plutôt dans la diplomatie, était ministre des Affaires étrangères au Niger, Madame Aïcha Mindaoudou, qui est même le président de mon conseil d'administration, et puis des amis ici comme Ibrahim Abbas, qui a été l'ancien directeur de l'énergie, Albert Mpe, qui est un Camerounais, qui est plutôt à Toulouse et qui lui aussi a considéré que nous pouvions faire des choses d'une certaine manière. J'ai même des frères qui sont maintenant intéressés à venir dans l'activité, et je compte même, si on devrait développer des activités au Cameroun, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de Camerounais. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'être actionnaire de la société, ce n'est pas ça le plus important, mais c'est de pouvoir avoir des gens qui sont capables d'apporter des financements appropriés qui peuvent nous permettre de passer un cap. Ce que les autres ont très facilement et ce que nous avons très difficilement. Et l'argent en Afrique est très cher. Quand vous avez des taux usuriers banquiers de l'ordre de 13, 14, souvent même 15%, ce n'est pas ça. Si nous, on touche la population la plus pauvre, ça veut dire qu'on travaille sur une marge extrêmement réduite et haute. Mais si on vous prend déjà 15%, ça veut dire que vous travaillez pour les banquiers. Et donc ça, c'est aussi un frein au développement des entités africaines. C'est de se retrouver avec l'absence des mécanismes de financement bien établis qui permettent à ce que des sociétés comme la nôtre puissent se développer. Nous allons poursuivre. Vous allez nous expliquer maintenant comment est-ce que ce bâtiment dans lequel nous sommes est totalement équipé par votre système. Oui, effectivement, notre bâtiment ici est entièrement solaire. On est entièrement au solaire. Et ce qui est bien, c'est qu'on dit les cordonniers sont les moins bien chaussés. Notre premier système solaire que nous avons assemblé, nous l'avons installé chez nous. Et c'est depuis 2015, depuis avril 2015, on a un système solaire ici. Ça, c'est la partie atelier et magasin. Parce que là, on était un peu dans la partie showroom, vous avez pu voir certains de nos commerciaux et autres. Et ce showroom même qui est en train d'être finalisé parce qu'on doit le consolider, on doit le faire un branding approprié, on est en train de vouloir le faire et autres. Donc ici, ça c'est on est omnibulé par les mécanismes all-in-one. Ça veut dire pour nous aujourd'hui, il ne faut pas que le solaire soit où on trouve les batteries partout, on trouve les équipements partout. Et donc voilà le système qui alimente tout ce bâtiment. Tout ce bâtiment. En réalité, j'ai combien de climatiseurs? 2, 4, 9 climatiseurs. 9 climatiseurs avec frigo et tout cela, ventilateur et tout, la lumière, l'éclairage LED et autres. Et donc c'est ce système-là qui fonctionne très très simplement. Il produit, par exemple là, et voilà, on consomme, on peut prendre de la Sénélec quand on n'a plus assez de production, on a nos batteries qu'on charge ou qu'on décharge, dépendant de ce qu'on est en train de faire. Et il y a la totalité, système de sécurité, tout est vraiment bien intégré et ça fonctionne tout seul. Et son fonctionnement est très simple. Dans la journée, c'est le solaire. Dans la soirée, c'est les batteries. Et quand les batteries sont finies, on prend la Sénélec. La Sénélec, c'est la société d'électricité sénégalaise. Et l'avantage qu'on a avec ce système, c'est qu'on a deux seuils. On a un seuil à 80%, ou quand on arrive à 80%, on passe à la Sénélec. Mais si la Sénélec coupe, on revient sur notre système et on a 80%. Donc ça nous permet de dire, je ne dirais pas que c'est éternel, mais nous vivons sans coupure. On ne voit pas de coupure. Et c'est ce que je souhaite aux Camerounais. Et chaque fois que j'ai un ami qui m'appelle, oh, on a une coupure, je dis, mais c'est pas mon problème. Comment ils appellent ça encore au Cameroun là? Délestage. Moi, quand quelqu'un me parle de délestage, je considère. Et ça, quand même, là, je vais être un peu, je ne dirais pas dur, parce qu'on se parle en famille. Le Camerounais ne cherche jamais à se faciliter la vie. Moi, je vois ici, quand quelqu'un construit une maison, la première chose, il installe un surpresseur pour avoir de l'eau à l'étage, quand bien même il n'y a pas une grande pression, donc ils n'ont pas de problème de pression. Deuxièmement, il installe un groupe électrogène. Depuis quelques années qu'on a ici des sociétés solaires qui sont consistantes, il se fait son système solaire. Ça veut dire, pour lui, délestage ou coupure électrique et tout cela, il ne voit plus. Il se retrouve immédiatement en Europe ou aux États-Unis.
ou pour lui, une coupure est exceptionnelle. Tant que nous n'aurons pas compris cela. Et quand on voit les investissements aujourd'hui, la production énergétique par le solaire est à le coût le plus bas. Moi, je peux en dire quelque chose, je suis un planificateur énergétique à la base, je connais le nucléaire dans l'énergie de masse, je connais le solaire. Le solaire aujourd'hui a les coûts les plus faibles et autres. Donc ça veut dire que pour des gens, ce n'est pas une source énergétique industrielle, mais pour des gens, parce que ce n'est pas une énergie de masse, mais pour des gens qui veulent avoir de l'électricité pour une consommation usuelle et autres, le solaire est une des sources les plus appropriées et c'est pour cela que je m'y suis mis. Ne craignez-vous pas d'être accusé par les États de leur spolier un peu d'argent? Parce que si tout le monde passait au solaire, comment feraient les entreprises d'électricité pour se renflouer? Ça, c'est une très très bonne question qui m'a été posée par un ministre dans un pays africain. Et je lui ai simplement demandé quel est le financement de l'État pour aider à développer la production énergétique dans leur pays. À l'époque encore, les pays africains avaient la possibilité de signer les garanties souveraines. Et tout le monde sait que quand vous signez une garantie souveraine, en réalité, vous vous endettez, donc c'est vous qui investissez. Et à l'époque, ils le signaient pour des gens qui venaient construire des centrales chez eux. Et donc, c'est le pays qui investissait. Maintenant, ce n'est plus le pays qui investit, c'est la population qui investit. Et nous, on est allé assez loin ici au Sénégal, où actuellement, la loi permet même aux autoconsommateurs de vendre l'électricité à la Sénélec. Donc, en réalité, toi et moi, nous devenons non pas simplement les utilisateurs du solaire, mais les investisseurs dans le solaire. Comme ça a été fait dans les pays européens et autres. Donc, vous comprenez aujourd'hui que c'est même un avantage pour les États de favoriser le solaire parce que toutes les garanties qu'ils doivent faire, vous voyez, Eneo, le subventionnement que l'État fait pour payer ceci, payer cela, en réalité, c'est la population qui va créer son énergie et l'État investira, va simplement faire des investissements pour des grandes productions, pour réduire le coût de l'énergie, premièrement, et favoriser l'industrialisation. Donc, en réalité, aujourd'hui, favoriser le développement de l'autoproduction, c'est même un avantage pour l'État. On sait qu'aujourd'hui, l'Afrique connaît un vrai bond dans le domaine technologique. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette Afrique-là aura l'avantage du dernier, c'est-à-dire faire un grand saut immédiatement vers l'énergie propre? Si je me base uniquement sur ce qui a été fait avec la téléphonie, avec les télécoms, ma réponse est oui. Parce que vous voyez aujourd'hui, je dirais, le e-money et autres, la technologie du mobile money qui a été développée, c'est l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est en train de révolutionner le monde bancaire et autres. À ce niveau, je dirais oui. Mais il y a un problème, il y a un hic. C'est que par rapport à l'énergie et beaucoup d'autres choses, les Africains, et quand je dis les Africains, c'est tous les pays confondus, à l'exception des pays aujourd'hui comme le Maroc, qui a quand même une vision différente. Nous sommes, je dirais, les acheteurs des systèmes, des infrastructures de production énergétique. Et en réalité, c'est une erreur. On ne doit pas être là à acheter des installations de production énergétique. La vision aujourd'hui, c'est d'acquérir la technologie, l'absorption de la technologie. Tout système industriel de production et autres, on n'est pas obligé d'avoir la technologie pour pouvoir être capable de revendre le même produit, mais on est obligé d'avoir un mécanisme de localisation d'un minimum. On peut se fixer 10%, 20% ou 30%, voire ou 80%, mais il est important d'absorber la technologie. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en train d'absorber la technologie. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de considérations que nous ne regardons pas. Je vous donne un exemple. Dans le solaire, il y a les panneaux qui ont des déchets. Oui, j'ai prévu de vous poser une question là-dessus. Il faut comprendre où vont les déchets et les batteries. Il y a les batteries qui ont les déchets. Il y a les ressources humaines pour pouvoir être capable d'installer, pour pouvoir être capable d'assembler.
il y a aujourd'hui les systèmes, les mécanismes d'achat, il y a les codes et les standards pour pouvoir avoir des équipements de qualité et non être une déchetterie. Il y a le cadre réglementaire. Si aujourd'hui le Sénégal a pu construire en 1 an et demi à peu près 140 MW de centrales solaires parce qu'ils ont fait un cadre législatif et réglementaire approprié qui permettait d'avoir une certaine visibilité où les investisseurs trouvaient que c'est très facile pour eux de venir et de gagner de l'argent. Et à partir du moment où ils peuvent gagner de l'argent, où ils ne sont pas obligés d'avoir un mécanisme obscur qui ne leur permet pas de progresser de manière optimale, eh bien, ils mettent leur argent. Et voilà comment on s'est retrouvé ici, 140 MW en 1 an et demi. Aujourd'hui, c'est le pays qui ne veut pas en construire un maximum parce que la stabilité du réseau commence à avoir des difficultés, sauf si on venait avec un système avec accumulation. Mais sinon, on est capable de construire 1000 MW de centrales solaires ici, Mais sans difficulté. les pays voisins pourraient en avoir besoin. Est-ce qu'ils y ont pensé? C'est peut-être pas à vous de répondre, c'est au ministre de l'Énergie. J'ai dit ici, on a mis un mécanisme transparent, viable et fonctionnel. Point. On peut donc aisément dire que le Sénégal est très en avance sur le Cameroun de ce côté-là, n'est-ce pas? Je ne compare pas le Sénégal au Cameroun habituellement. Le Cameroun, c'est mon pays, c'est le cœur. Oui, le Sénégal, c'est mon pays d'adoption. C'est différent. Donc, je ne veux pas les comparer. et je dis simplement que le Sénégal a fait 140 MW en 1 an et demi. C'est un pays qui a moitié de PIB du Cameroun, moitié de population et autres. Et au niveau superficie, pas de commune mesure. Donc ça veut dire que le Cameroun peut faire autant. Donc sans les comparer, je dis simplement que faire autant, ce n'est pas compliqué, c'est pas difficile. Il suffit simplement d'avoir une bonne stratégie et puis des gens qui portent en œuvre, qui mettent en œuvre le plan d'action qui a été défini. Chers téléspectateurs, Vincent Konjok ne veut sans doute pas vous dire des choses. Je ne sais pas, il protège ces 2 pays qu'il aime. Moi, je vais vous dire ce que j'ai vu en arrivant au Sénégal. J'ai roulé sur une autoroute A1 qui est exactement comme celle de Paris. Chose qui reste un mirage, un rêve au Cameroun. Voilà, il faut le dire. Hein. L'aéroport Blaise Ndiaye est un aéroport que ni le Cameroun ni le Gabon ne possèdent. Sur le plan énergétique, je préfère vous laisser écouter le professionnel car il vous dit peut-être pas les choses pour les nuls, mais le Sénégal est très en avance sur le Cameroun. Le Cameroun ne s'est même pas encore réveillé. Oui, mais juste pour dire que l'autoroute qui a été construite, c'est pas l'argent du budget de l'État. C'est pas grave. Non, c'est juste pour vous dire. Non, parce qu'au Cameroun, il y a des gens qui sont venus et qui ont dit, voilà, on peut développer le système infrastructurel sans que l'État mette de l'argent dessus. Et j'ai des gens qui me sont même proches qui m'ont dit, mais c'est impossible. Et bien ici, le système énergétique des 140 MW d'État n'a pas mis en rang. Voilà, vous avez compris. Donc on peut faire avec des partenaires. Moi, je fais l'électrification rurale aujourd'hui. Nous avons une concession qui nous a été attribuée pour pouvoir faire, j'ai les îles du Saloum et la zone de Foundiougne où je produis. Je commercialise l'électricité exactement comme Eneo pour le Cameroun, Eneo, oui. mais dans une petite zone circonscrite d'électrification rurale et autres. L'État n'a pas mis d'argent. Ils m'ont simplement donné la concession. Ils m'ont assuré que pendant 25 ans, je peux exploiter. Ils m'ont donné un certain nombre d'avantages sur la TVA réduite, sur un certain nombre de points. Et au niveau de la douane, comme je fais les énergies renouvelables, et aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'électricité. Donc, ça veut dire que ce n'est que stratégique. C'est des gens qui voient les choses différemment et autres, et qui laissent les gens et un mécanisme transparent où quand vous venez, vous savez que voilà, j'ai 10 points remplis, je remplis les 10, c'est bon, je remplis 9, bon. Je suis mauvais. Et à partir de ça, ça marche. Chers téléspectateurs et cher Vincent Konjok, on pourrait aisément imaginer que l'État du Cameroun vous octroie rien que ma ville qu'on appelle quartier Mvokada. Il doit avoir au moins 5000 personnes en Mvokada. Vous occupez 5000 personnes en un an, voici ce que ça donne. Eneo vous alimente déjà, donc... avec les délestages tous les jours. Non, mais ils ont déjà une concession, un contrat signé, donc on ne peut plus me donner une concession qui a déjà été attribuée. Ils vont porter plainte et c'est des milliards. Si ça ne fonctionne pas bien. Non, ce qui peut être fait, c'est là où ils ne sont pas. Là où ils ne sont pas, dans les villages où ils ne sont pas, où ils ne veulent pas venir parce que leur réseau leur coûterait excessivement cher pour y venir, pour y arriver, c'est ces villages-là qui peuvent nous être attribués. Mais comme ces villages ne sont pas assez rentables, l'État
essayera de nous encadrer de telle manière qu'on puisse le réaliser de façon optimale. Oui, là, oui. Mais à Vogadam, malheureusement, il est déjà trop tard. Oh. Sauf si la constitution changeait, si on l'enlevait de Eneo et on la donnait à quelqu'un d'autre. Ça devrait. Nous ne connaissons pas ce qu'il y a dans le dossier, donc on ne peut pas le dire. Le dire, ce serait nous aventurer sur des choses que nous ne maîtrisons Terrible. pas. Chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, mais dans quelques heures, nous irons quelque part vous montrer ces installations-là sur les terrains dans une zone rurale. C'est bien cela, Vincent Konjok. Hein? Exactement. Très bien. À tout de suite.